Pologne, le général Jaruzelski bientôt à Moscou, le cinéaste Vajda à Paris depuis quelques heures. Télévision, Pierre Desgroupes, le PDG d'A2, plaide pour une harmonisation des programmes. Nicaragua, attentat hier soir à l'aéroport international de la capitale. L'enquête de nos envoyés spéciaux sur l'état du pays. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le général Jaruzelski, très bientôt en URSS. C'est l'agence TASS qui annonce le premier voyage à l'étranger du numéro 1 polonais depuis l'instauration de l'état de siège à Varsovie il y a 2 mois. Une visite prévue pour le début mars. C'est une information que nous apprenions au moment même où arrivait en France le grand cinéaste polonais Andrzej Wajda, dont on était pratiquement sans nouvelles depuis le début des événements. Vous le voyez, pour des raisons qu'on comprend assez bien, il s'est refusé à toute déclaration sur ce qui se passait actuellement dans son pays. Il a simplement précisé qu'il était venu là pour préparer son prochain film avec Gérard Depardieu, Danton. Il vient par ailleurs participer samedi prochain à Paris à la Nuit des Césars. Il lui sera remis un César d'honneur. La télévision en question, rafale de sondages sur le petit écran. Hier, un référendum de François, sévère pour les programmes et plutôt sympathique pour les présentateurs de ce journal. Un sondage du journal du dimanche, aujourd'hui, favorable à une télévision privée. Et puis tout à l'heure, dans l'émission RTL Le Monde, une intervention de Pierre Desgroupes, le PDG d'A2, qui est revenu sur la réunion d'harmonisation entre les 3 PDG, jeudi. Pour bien harmoniser 3 programmes, d'abord 2, c'est déjà pas facile. J'ai connu ça autrefois au du temps de l'ORTF. Mais 3, ça devient sacrément calé. C'est un ménage à 3, là. C'est dur à harmoniser, c'est moi vous dire. Alors, les ménages à 3. Eh bien, il faudrait que les chaînes, que les 3 chaînes aient toutes les 3 les mêmes moyens. Et toutes les 3 les mêmes charges dans le sens de cahier des charges, ce qui n'est pas le cas. Il ne faut pas oublier qu'une de nos 3 chaînes, FR3, a, dans son actuel cahier des charges, l'obligation de retransmettre à 20h30 4 films par semaine, et qu'elle était dite au début la chaîne du cinéma. Comment vous voulez harmoniser ça? Ça veut dire que les autres n'ont pas le droit de passer de films? Moi, ça me gêne pas. Antenne 2 a toujours été la chaîne qui en a passé le moins. J'ai encore diminué le nombre, ce qui n'empêche pas que mon audience est en hausse et que d'autres sont en baisse en passant des films. Alors, il y a quelque chose qui va pas bien non plus là-dedans. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, que cette séance d'harmonisation n'a servi à rien. J'espère qu'elle aura servi à quelque chose, moi, de très efficace. Parce qu'il y a 2 choses à voir dans l'harmonisation. Il y a à se dire on va satisfaire ce prétendu goût du public, qui n'est pas démontré, hein. Et puis il y a aussi dire nous allons essayer de justifier les investissements en argent et en matière grise que nous faisons dans tel et tel programme. Car croyez-moi, c'est très déprimant pour un créateur, pour un réalisateur, pour un producteur, pour un auteur, de devoir beaucoup travailler sur une émission que je trouve bonne, qui devrait avoir du public et qui se trouve coincée certains soirs entre 2 films. C'est très déprimant, vous savez. Et je ne crois pas que ça aille dans le sens des téléspectateurs. Parce qu'il viendra un moment, on se dira, mais pourquoi mettre de l'argent dans, je sais pas, dans la musique, par exemple, si on me met d'un côté un film américain super production et de l'autre côté Fernandel ou de Funès qui écrase tout le monde. Un verdict surprenant ce matin en Libye, une Française et ses 2 fils condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité sous l'accusation d'espionnage au profit de l'impérialisme américain et du sionisme. Madame Dupont et ses 2 fils, Alain et Jean-Claude, sont originaires du Nord. À la mort de son mari, elle est partie pour l'Algérie il y a 2 ans. Ils sont ensuite rentrés en Libye avec un visa touristique de 3 mois. Et c'est là qu'on les a arrêtés. L'accusation et le verdict surprennent tout le monde. Il s'agit de gens simples et le Quai d'Orsay lui-même ne comprend pas. Le consul de France s'est déclaré atterré. Une demande de grâce, a-t-il dit, sera déposée par la voie diplomatique. Proche-Orient, à 2 semaines de la visite de François Mitterrand en Israël, Claude Cheysson, le ministre des Relations extérieures, multiplie les contacts avec les pays arabes. Il est allé ce matin à Bagdad, en Irak, venant d'Abu Dhabi. Le Premier ministre, lui, vient de regagner la France après une visite en Tunisie. Nicaragua, une bombe hier soir à l'aéroport international de Managua. 3 morts et 4 blessés. C'est un attentat qui attire à nouveau les projecteurs sur un pays qui se cherche depuis la révolution sandiniste. L'orientation nettement marxiste des dirigeants inquiète certains de ceux qui, avec eux, ont contribué à la chute du dictateur Somoza. Philippe Gassot et Freddy Hausser reviennent du Nicaragua. Il est vraisemblable que l'attentat sera, à tort ou à raison, attribué à une provocation nord-américaine. Il ne se passe pas un jour où l'on ne dénonce la politique des États-Unis.
l'étranglement économique que subit directement le pays. Tout ce qui est produit ici dans les usines, dans l'agriculture, est lié aux États-Unis. La population aussi a subi l'influence. Après le football, le sport national, c'est le baseball. La connivence était totale et il est maintenant difficile de s'en passer. Il faut trouver d'autres fournisseurs. 2 ans et demi sous embargo économique américain, le pays souffre. Cependant, la pénurie n'existe pratiquement pas. Par endroits, le sel manque, ailleurs c'est la viande, c'est à peu près tout. Presque une performance dans le contexte actuel. Sans moyens, sans machines, l'agriculture a du mal à sortir de la sous-production. Pourtant, les coopératives permettent aux agriculteurs de vivre un peu mieux. El nivel de vida pues está un poco mejor que el año pasado, pues que antes de la revolución pues. Les conditions de vie sont un peu meilleures que l'année dernière et qu'avant la Révolution. Maintenant, on peut acheter un peu plus de nourriture et des choses pour la maison. On se débrouille, on attend des jours meilleurs. D'un premier coup d'œil, on ne voit pas le changement. On ne voit que l'existence misérable de ces familles de la terre. Pourtant, ça a bien évolué. Ici, on a amené l'eau potable, c'est fondamental. Ce qu'il est peut-être encore plus, sur un plan de dignité humaine, c'est que ces huttes appartiennent maintenant à ceux qui les habitent, ainsi que le terrain qui les supporte. Jamais plus ces enfants ne pourront être chassés. La mortalité infantile a été réduite de 10%. L'année prochaine, 1 million de Nicaraguayens iront dans les écoles qui n'étaient jusqu'alors réservées qu'aux riches. Cependant, dans une partie importante de la population, la contestation se développe. Non pas une remise en cause de la révolution elle-même, il ne s'agit en aucun cas d'une volonté de retour au passé. Ce qui est visé, c'est l'orientation marxiste-léniniste que semble prendre le gouvernement, les dirigeants sandinistes. Un épouvantail communiste à la cubaine qui semble bien faire les affaires de la Maison-Blanche, qui ne ménage ni ses déclarations, ni sa propagande. Toujours est-il que le résultat est là, le communisme, on n'en veut pas, surtout pas dans la forte église du Nicaragua. Il n'y a aucun doute, la situation est difficile, réellement préoccupante. Nous voudrions qu'il y ait une vraie paix qui profite à tout le peuple du Nicaragua. Il n'y a pas de doute, l'orientation est marxiste-léniniste. Que pensez-vous de l'orientation du gouvernement? C'est bien. Pour moi, les vues de la révolution, au début, étaient bonnes. Mais ça n'est plus la même chose, maintenant. Dans le parti d'opposition démocrate sociale, ça n'est pas la révolution qui est remise en cause, mais l'évolution qu'il est possible de critiquer à visage découvert. C'est assez rare dans la région pour le faire remarquer. Mais à ce moment-là, on a des problèmes, pas avec la révolution. Tout au contraire, on est un problème avec la direction nationale de cette révolution, parce qu'on pense que 9 personnes ne peuvent pas décider pour 2,5 millions. Ce qui est visé, c'est la ligne dure à la cubaine. Chez les patrons qui sont restés dans le pays et qui ont joué le jeu de la révolution, on n'est plus qu'inquiet, car on ne s'en tient pas au plan prévu. Tous ces points bien définis ont été déviés par le Front sandiniste. La déviation principale, c'est la formation d'un État qui évolue vers ce qu'on croit être un État totalitaire, un État visiblement marxiste-léniniste. Au gouvernement, on refuse l'étiquette de marxisme-léninisme. On se veut ici non aligné à l'égard des grands blocs et on cherche des alliances dans toutes les directions. Mais je ne crois pas que le terme de communisme inquiète les pauvres. Si un régime marxiste-léniniste peut résoudre ici les problèmes du travail, de la population, de la santé, de l'éducation ou du bien-être, sans oublier la dignité humaine, je crois que personne ne s'y opposera. Je crois que les préjugés anticommunistes sont dans la tête des gens qui ont perdu leurs privilèges. Les aides de la France réalisées et à venir sont considérées comme très importantes. Selon les dirigeants, il faut absolument casser l'argument américain d'un combat Est-Ouest, car il s'agit, selon eux, d'un conflit Nord-Sud, pays pauvres contre pays riches.
Ici, dans le Nicaragua atlantique, inaccessible par la route, mais seulement après 6 heures de bateau, on sent pleinement l'action des pays riches sur les pays pauvres. La population est complètement différente de la région pacifique. Elle est en majorité noire et peu politisée, peu sandiniste aussi. Les États-Unis jouent l'embargo économique. La pêche, qui fait vivre ici 95% de la population, ne nourrit plus ses habitants. Les pêcheries ne travaillent qu'en ralenti, on ferme les usines, il n'y a pas d'argent pour investir. Nous avons un petit problème avec les compagnies. Ils n'achètent plus ce que nous produisons. Ils prétendent que ce n'est plus la qualité d'autrefois. C'est depuis la Révolution? Il n'y a pas de doute, c'est depuis exactement la Révolution. Dans cette partie la plus sensible du Nicaragua, la contre-révolution se développe dans le nord, sur la frontière avec le Honduras. Si les sandinistes veulent préserver cette partie du pays et le reste, il leur faudra trouver une aide étrangère importante, mais seront-ils entendus? Belgique, au lendemain de la décision, en tout cas de la demande du gouvernement de dévaluer de 10% le franc belge au sein du SME, une première réaction, celle du gouvernement luxembourgeois dont la monnaie est alignée sur le franc belge et qui juge cette demande inopportune. Alors, plus égoïstement, Philippe Sassier, qu'est-ce que cela va changer pour nous et d'abord pourquoi ça a été fait? Pourquoi ça a été fait, ou plutôt pourquoi ça va se faire, puisqu'on attend effectivement cette décision du minute à l'autre. Eh bien, Patrick, nos voisins belges vivent à crédit depuis longtemps. Ils accumulent au dehors un fort déficit commercial et au dedans un fort déficit budgétaire. Et c'est parce qu'il n'y avait pas de gouvernement à Bruxelles au mois d'octobre dernier que la Belgique n'a pas suivi et la France et l'Italie dans leur remaniement monétaire. La dévaluation belge n'aura pas, Patrick, une influence, une incidence directe sur l'économie française. Nos voisins belges ne sont pas pour nous des concurrents commerciaux trop importants comme les Allemands par exemple. En revanche, cette dévaluation est un véritable signal d'alarme. Pour les Belges d'abord, il signifie attention, vous vivez au-dessus de vos moyens et là la dévaluation est un véritable coup de semonce politique. Pour les autres pays européens, dont la France, eh bien, elle va accentuer les incertitudes monétaires. Mais surtout, elle montre que l'on ne peut pas régler tous les problèmes, l'inflation, le manque de compétitivité des produits, par la seule dévaluation. La Suède et la Pologne, vous le savez, viennent de dévaluer. Le franc français est pour sa part actuellement fortement protégé par un contrôle d'échange, mais Jacques Delors sait très bien que la défense du franc repose d'abord sur la maîtrise de nos propres déficits. On va parler certainement, Patrick, beaucoup de la Belgique dans les jours qui viennent, notamment au Conseil des ministres. Oui, les Belges qui, avec les Italiens, furent les premiers à baisser le prix de l'essence et qui vont peut-être, vous le savez, être suivis par les Français. C'est en tout cas cette semaine que le Premier ministre prendra une décision lors d'une réunion interministérielle. De toute façon, commence-t-on à dire du côté du ministère de l'économie et des finances, la baisse sera inférieure aux 10 centimes par litre de super avancé de ci, de là. Une semaine qui s'achève avec, en matière sociale, un accent mis sur les occupations d'usines en tout genre. Tenez un autre exemple, Longwy. Voilà plus de 2 mois que les ouvriers et les ouvrières occupent la faïencerie de la ville. Ils font tourner l'usine sans patron et sans encadrement. Et tout doucement, le patrimoine de la région est menacé de disparition, nous disent Dominique Thiers et Gilles Deblair. Le tour du propriétaire, mais de l'extérieur, c'est tout ce qu'il reste à André Dadoun. Depuis 2 mois, on ne veut plus de lui dans sa propre usine. Alors quelle impression ça vous fait d'être un peu un patron fantôme, puisque vous ne pouvez même pas y rentrer? Beaucoup de tristesse et une grande lâcheté de la part de ceux qui occupent l'usine. Mais vous avez l'intention de rester, de ne pas bouger, de rester le même? J'ai l'intention, j'utilise tout ce qui est dans mon droit pour récupérer l'usine. J'ai un arrêté d'expulsion qui a été formulé tout à fait légalement. J'en demande maintenant l'application. En attendant une hypothétique expulsion, l'usine tourne pour le compte des ouvrières. Les émaux cuisent chaque nuit. Une fournée de plus qui échappe au patron. Lorsqu'il reprend l'affaire en 1978, après une liquidation des biens, André Dadoun bénéficie de plusieurs milliers de francs de subventions. 79 et 80 sont des années fastes. Mais en 81, les commandes chutent et la direction annonce son projet de licencier 20 ouvrières. Licenciées
Souvenir amer à Longwy qui déclenche une occupation des locaux par 30 femmes et 1 ou 2 hommes. La direction, l'encadrement et les non-grévistes sont mis à la porte. Des ventes sauvages sont organisées. On y trouve les faïences 30% moins chères qu'auparavant. Les ouvrières ploient sous plusieurs milliers de commandes. Les stocks de la société sont entamés. Tout est évidemment illégal. Mais pour les femmes qui travaillent là depuis 20 ou 30 ans, payées au SMIC, c'est légitime. Je crois que nous sommes aussi autant dans notre droit que le patron, lui, prend bien le droit de nous licencier, alors que nous, on ne demande qu'à travailler et à faire notre travail que nous aimons. Et quand on sait aussi que sur le bassin de Longwy, il n'y a pas de travail pour les femmes, alors on dit que le droit, c'est aussi de se battre justement pour que cette industrie qui a si longtemps employé des jeunes continue à pouvoir en embaucher. Alors on dit que ça aussi, c'est un droit qui nous appartient. Et puis, ce qu'on veut aussi, c'est que ce label de qualité qui vient de Longwy doit rester à Longwy. Il appartient à Longwy, aux Longoviciens, et croyez bien qu'on se battra pour qu'il reste à Longwy. Étrange situation, un patron qui se sent dépossédé de son bien, les murs et les machines, des ouvrières qui défendent le leur, les pinceaux, les couleurs, et un savoir-faire qui date de 2 siècles. Cinéma, prochaine sortie en France dans une dizaine de jours d'un film américain de Sidney Pollack, Absence de malice, une expression qui, directement traduite de l'anglais, veut dire exactement sans intention de nuire. Il s'agit en effet de l'histoire d'une journaliste, interprétée par Sally Field, et qui, manipulée à son insu par la police, diffuse des informations toutes vraies, mais dont les conséquences se révèlent catastrophiques pour la vie privée d'un homme d'affaires soupçonné. Paul Newman. Alors avant de recevoir le réalisateur, tout d'abord un extrait du film. Why do you think he called that press conference? What? Quinn, why do you think he called that press What conference? are you, working? I mean, they don't usually do that, you know. They don't usually call a press conference to announce the Yeah, end of okay, yeah, you told me, I remember. What do you think you know, Megan? Would you tell me the truth, Michael? I just please like to know the truth. Tell you or the whole world? What's the difference? The truth is the truth. No. You want to know the truth? Okay, you want to ask me as a person? I'll tell you. You ask me as a reporter, I got no comment. That's not fair. Not fair to who? Wait a minute. You don't write the truth. When you write what people say, when you overhear, you eavesdrop, and you don't come across truth that easy. I mean, maybe it's just what you think, what you feel. I don't need your goddamn newspaper to decide what they're going to do with me or who I am. Then you tell me. Who are you? You mean you're not sure yet? Sidney Pollack, thank you for being there. Where's the truth in your film? Who is right? Who is right? I don't think anybody is right or wrong in the film. I think that what it shows really is how a process can go wrong, how a system can go wrong. I suppose if somebody is ultimately wrong, it's the reporter for writing some of the stories without checking more thoroughly to see if they were 100% true. But in fact, every story that she prints is accurate. That's the difficulty of ascertaining who's wrong. She says he's under investigation. He is, in fact, under investigation. Every piece that she puts in the paper is, in fact, accurate. But what kind of truth do you prefer? Do you prefer the truth of the press truth or the police truth in your film? I don't prefer either truth in my film, because the press truth and the police truth are only partial truths. They're not totally true. They're, as we say in the picture, they're accurate but not true. And there's a subtle difference between the two, I think. You don't like too much the press power. Is it only for private life of people or for any kind of subject? I mean, do you like the press power in the Watergate case, for example? When something as powerful as the press doesn't do a good job, the consequences are so severe that I think it's worth taking a look at. But I don't think that the press does a bad job in general. I think it does a very good job. When it goes wrong,
it goes wrong in such a serious way that people's lives are hurt. Thank you, Sidney Pollack. Restez avec nous pour applaudir à la performance de Pierrette Bresse qui nous a donné, dans 5 chevaux en tout cas, pratiquement dans l'ordre, le tiercé d'aujourd'hui à Vincennes. C'était le premier de la saison. 6, 1, 11. On va regarder ensemble la course et puis après on commentera les différents événements qui sont passés avant et après. Voilà, alors les chevaux sortent du dernier tournant et s'apprêtent maintenant à venir sauter l'avant-dernier obstacle. Massidéo, Fine Pot et Rigard sont ensemble, avec Nuage de lait et Mon Doudou qui vient très vite. Ah, Mon Doudou. Eh oui. Je vous l'avais dit. Fine Pot, très à l'aise, se rapproche et va prendre la tête du peloton pour venir sauter maintenant le dernier obstacle. Et puis ensuite, ça sera le poteau d'arrivée. Alors Fine Pot se lance à l'assaut de la victoire, alors que Sambristan tombe, vous allez le voir, et que Rigard se dérobe sur la droite. Nuage de lait, Mon Doudou et Massidéo sont à la lutte, suivis de Thé Complet et Rainmaid. C'est finalement Fine Pot qui gagne ce tiercé, deuxième Nuage de lait, troisième Mon Doudou, arrivé 6, 1, 11, qui rapporte dans l'ordre et pour 5 francs 5362 francs 50, et dans un ordre différent, toujours pour 5 francs, 1072 francs 50. Vous avez dit pour Mon Doudou, hein, il fallait sûr. Alors on parle également d'un mouvement syndical possible à Auteuil mardi. Il y a eu une série d'incidents aujourd'hui. Il faut que vous nous expliquiez un petit peu. Eh bien, l'atmosphère était plutôt tendue à Auteuil, c'est le moins qu'on puisse dire, en tous les cas cet après-midi. Enfin, il faut que je vous explique un petit peu en remontant en arrière. En décembre dernier, Jean-Paul Gallorini a eu sa licence d'entraîneur retirée pour 1 an parce que des traces de produits prohibés avaient été retrouvées dans la salive et l'urine de 7 de ses chevaux. Alors ces 2 principaux propriétaires, Daniel Wildestein et François Delannurien, ont alors décidé de confier leurs chevaux à un jeune entraîneur lyonnais, Patrick Rago, et de nommer Jean-Paul Gallorini conseiller technique de l'écurie. Mais les entraîneurs de Maison Lafitte n'acceptent pas ce qu'ils appellent un tour de passe-passe et ont décidé, semble-t-il, de tout faire pour que Gallorini n'ait plus le droit d'aller chaque matin sur les pistes d'entraînement comme simple conseiller, ou alors disent-ils que les commissaires des steeplechase rendent sa licence à Gallorini. Ainsi la situation sera plus nette. Aujourd'hui, premier dimanche d'Auteuil, la colère des entraîneurs éclate. Ils déposent une pétition auprès des commissaires, menacent de retarder le départ du tiercé et aussi de ne plus engager de chevaux dans les courses si la société des steeplechase n'agit pas définitivement contre Gallorini. Mais pour eux, le comble de la provocation est atteint en fin de réunion. Sur 7 courses inscrites au programme, 5, dont celle du tiercé, sont gagnées par les chevaux entraînés par Ragorini, comme l'on dit déjà à la pelouse. Et encore, Patrick Rago n'avait pas engagé de chevaux dans les 2 courses restantes. Alors, est-ce une nouvelle affaire de chevaux qui gagnent sous influence de médicaments ou simplement supériorité de ces chevaux et peut-être d'une nouvelle méthode d'entraînement? Enfin, cela dit, j'ai remarqué cet après-midi un fait étrange. Tous les chevaux ex-Gallorini avaient la queue coupée très très court. C'est peut-être un nouveau truc pour les faire gagner. Oui, un truc, on peut comprendre pour les non-spécialistes. Mais vous savez, c'est peut-être pas une plaisanterie, parce que moi je me suis renseignée, effectivement, m'a-t-on répondu, enfin Patrick Rago m'a expliqué que les chevaux, quand ils sautent de gros obstacles, ont la queue qui traîne, et ça ralentit leur saut, parce que cette queue accroche les fusées, enfin les obstacles, et pourquoi pas? C'est une recherche de vitesse, c'est pas idiot finalement. C'est vrai que déjà pour les chevaux d'obstacles, on leur coupe tout ce qui dépasse. Hein. Ah oui, je vois ce que vous voulez dire, pourquoi pas la queue? Alors... Enfin, dans cette affaire, les choses n'en resteront sans doute pas là. C'est maintenant que commence la véritable affaire Gallorini. Elle pose le problème du pouvoir des commissaires qui se réfèrent à un code des courses dont ils sont les seuls juges. En clair, ils sont juges et partis. Côté Gallorini, on est prêt à se battre jusqu'au bout, quitte à demander à la justice de trancher le problème. Dans tous les cas, une affaire intéressante, car elle peut être à l'origine de changements sans précédent, peut-être dans l'histoire de l'institution des courses, justement. Bien, avec Laurent Bromède, maintenant, on va faire un petit tour du côté de la météo, voir ce qui se passe pour demain et peut-être pour le début de la semaine prochaine. Oui, Patrick, et bien demain, un temps théoriquement très simple puisque des nuages vont arriver sur l'ouest du pays. Théoriquement, il devait traverser tout le pays d'ouest en est, amenant un certain redout. Seulement, voyez-vous, c'est jamais toujours aussi simple que ça. Il se trouve que les pressions restent élevées sur notre pays, que la prévision est délicate. En particulier, on ne sait pas très bien ce qui va se passer dans le nord du pays demain. Est-ce que ces nuages vont traverser avec beaucoup de pluie ou bien est-ce que plus logiquement, ils vont progressivement se désagréger, nous laissant tout de même du soleil dans le nord? C'est ce que pour ma part, je vous prévoirais. On parlait de neige pour demain. En fait, maintenant, on ne parle plus que de pluie, encore de la pluie, surtout dans le sud du pays. Alors, tout ça est un peu compliqué. On va essayer de simplifier avec une carte qui, j'espère,
j'espère, sera parfaitement exact, et j'espère qu'Alain Gillot-Pétré vous confirmera tout ça demain. Une chose est certaine, la France est coupée en deux, avec plutôt du froid du côté de l'Est et du doux du côté de l'Ouest. Vous voyez, dans le Nord-Est, encore un temps très froid le matin avec des gelées, et puis du soleil qui brillera, ma foi, fort bien. Dans le Sud-Est, quelques nuages, c'est vrai, avec encore des averses et un temps également frais. Et puis l'arrivée, vous voyez ici, avec ces flèches, l'arrivée de ces nuages par l'ouest. Alors, ces nuages donc couvriront le ciel progressivement dans le nord, dans le centre, mais les pluies n'interviendront que théoriquement, surtout dans le sud, dans les régions du Midi, avec de la neige en montagne, principalement au-dessus de 800 à 1000 mètres, et puis tout de même des risques d'averses ici, et peut-être quelques flocons de neige à la rencontre de l'air froid de ci, de là, mais rien de bien dramatique, théoriquement. Et puis après le passage de ces nuages, retour d'un temps qu'on appelle de traîne, avec retour des éclaircies, alternant avec des averses. Ça, c'est pour l'ouest du pays. Je retourne la carte pour les températures. On va retrouver ça assez simplement, puisqu'on a toujours dans le nord-est température, même l'après-midi, c'est à partir de l'après-midi, proche de 0 degré, de 0 à 3 degrés, c'est faible. Redoux sensible, enfin le temps doux continue dans le sud du pays aux alentours de 12 degrés, redoux sur l'ouest avec de 10 à 12 degrés depuis Brest jusqu'à Bordeaux, donc température nettement plus douce. Et la tendance, vous me demandiez ça Patrick, pour le début de la semaine, eh bien, tandis qu'on regarde notre agenda et que l'on souhaite une bonne fête aux Elisabeth, eh bien, Isabelle, pardon, aux Isabelle, eh bien, je vous dirais que pendant le début de la semaine, donc, redoux, température entre 5 degrés le matin et 10 degrés l'après-midi, sans grande catastrophe météo. Bref, de notre côté, de mon côté, c'est plutôt le calme. Bien, rendez-vous donc à 23h15 avec Hervé Claude pour le tout dernier journal. Et puis demain, donc, le jour de la Sainte-Isabelle, antenne de midi, aura pour invité le professeur Slamal, le cardiologue bien connu. J'aurai le plaisir de vous retrouver quant à moi à 20h. Mais auparavant, je voudrais que nous fassions un petit peu le point sur le sport. Robert Chapat vous a pratiquement tout dit dans Stade 2. Je vous rappelle que dans quelques heures, Noah sera opposé à Lendl en finale du tournoi de Palm Springs en Californie. Il a battu la nuit dernière l'Américain Telcher, ce qui représente une belle performance. Et puis je voudrais que nous nous quittions sur des images de cyclocross, des championnats du monde qui se sont déroulés dans un tout petit village breton à Lanarvilly, qui ont été remportés par le Belge Roland Liboton devant le Suisse Albert Zweifel. Très belles images de sport, mais aussi de peine. Bonsoir à tous, à demain 20h.